Il est un temps pour les remords, il est un temps pour les regrets. Ici, c'est l'envers du décor, le temps se fait et se défait. Comme sur un écheveau de laine, tire le fil des souvenirs. Et devant tes yeux, il s'égrène jusqu'au moment de repartir. Ici, enfin, tu peux être ce que tu as cru avoir été. Ici, c'est une fenêtre, une bulle sur l'éternité. Ici, à l'intemporel, on passe toutes nos nuits à chanter avant le retour éternel où tout pourra recommencer. Une traînée de poudre. Voici l'histoire de Lou Andrea Salomé. Une traînée de poudre sur la fracture qui sépare le 19e du 20e siècle. Une traînée de poudre qui met le feu aux esprits les plus vifs d'Europe. Envoûtant par sa beauté et son esprit, Lou Andrea Salomé bouleverse Nietzsche, qui la demande 2 fois en mariage, enfin. Elle devient la maîtresse et la muse du poète Rainer Maria Rilke avant de le délaisser. Elle fait la connaissance de Freud, qui voit en elle une disciple brillante et originale. Rome, Bayreuth, Berlin, Paris, Moscou, Saint-Pétersbourg, Vienne ou Munich, telles sont les villes de ces rencontres. Elle rendit fou la plupart des hommes qui l'aimèrent. Elle les a inspirés, envoûtés, éveillés et rendus à eux-mêmes. Les passions qu'elle a déchaînées ne la brûleront pas. Ils consumeront ses partenaires. C'est un buisson ardent, disait Rick. Les autres femmes la jalousent. Ils lui reprochent d'épingler des papillons célèbres pour en faire collection et de n'être qu'une intrigante. Lou Andrea Salomé est la figure de proue d'une nouvelle race de femmes modernes, européennes, avides de savoir et de liberté, y compris sexuelle, briseuse de carcans, brûleuse de corsets. Elle représente celle que l'on aurait aimé rencontrer, ne fût-ce qu'un instant pour se laisser fasciner par elle, torturé par elle, foudroyé par elle. Là, c'est le temps de la rencontre, de ceux que l'on croyait perdus, le temps des règlements de compte, où l'on se doit ce qui est dû. On revoit les amours qui passent, juste l'espace d'un instant, ou juste le temps d'un espace, au fond d'un miroir déformant. Car ici, tout se le mélange, le présent, le futur, le passé. Est-ce que nous serions des anges, ou seulement les ombres des trépassés? Ici, à l'intemporel, on passe toutes nos nuits à rêver avant le retour éternel où tout pourra recommencer. Alors, qu'adviendrait-il si de jour ou de nuit un démon te suivait une fois et te disait « Cette vie, telle que tu l'as vécue, il te faudra la revivre encore une fois, et un nombre incalculable de fois. Et il n'y aura rien de nouveau en elle. Au contraire, il faut que chaque douleur et chaque joie, chaque pensée, chaque soupir, tout l'infiniment grand et l'infiniment petit de ta vie reviennent pour toi, et tout cela dans la même suite et le même ordre. Et aussi cette araignée
et ce clair de lune entre les arbres, et aussi cet instant, et moi-même. L'éternel sablier de l'existence sera toujours retourné de nouveau, et toi, avec lui, poussière des poussières. Nous sommes peut-être dans le pays intermédiaire, là où personne ne saurait demeurer, ni enfant, ni adulte. Qui sommes-nous donc alors? De purs vautours? Car ici tout se mélange pour mêler le bon grain à l'ivraie. Serait-ce un pieux mensonge que prêcher le faux pour dire le vrai? Ici à l'intemporel on passe toutes nos nuits à douter que vienne le retour éternel où tout pourra recommencer. Tout peut recommencer. Notre première expérience, chose remarquable, est celle d'une disparition. Un instant auparavant, nous étions un tout, indivisible. Tout être était inséparable de nous. Et voilà que nous avons été projetés dans la naissance. Nous sommes devenus un petit fragment de cet être. Et nous devons veiller désormais à ne pas subir d'autres amputations et à nous affirmer vis-à-vis de ce monde extérieur qui se dresse en face de nous avec une ampleur grandissante et dans lequel, quittant notre absolue plénitude, nous sommes tombés, comme dans un vide qui nous a tout d'abord dépossédés. La vie humaine, que dis-je? La vie est œuvre poétique. Sans en être conscients nous-mêmes, nous la vivons jour après jour, par fragments. Mais c'est elle, dans son intangible totalité, qui tisse notre vie, en compose le poème. Le sentiment d'être lié aux hommes par des liens fraternels fut tellement évident pour moi dans le cercle familial, puisque j'étais la cadette et la seule fille, qu'il n'a cessé de s'étendre jusqu'à tous les hommes de la terre. À toute époque, il m'a semblé qu'un frère se cachait en chacun des hommes que je rencontrais. Du capitaine à l'amiral, faire la queue devant ma porte, reluquant mon petit capital, me parler des îles lointaines, de longs périples de naufrage, par-delà ces calambres d'aine, il convoitait mon pucelage. Je les revois lippe pendante du philosophe au médecin, me parler en phrases savantes du nouvel homme de demain. Et sous couvert de rhétorique, dans leurs propos alambiqués, je voyais se pointer la trique de leur mâle virilité. Bien sûr, mon petit capital, ils auraient voulu que je le perde devant leur partie génitale. Je suis restée vierge et je vous emmerde. Je les entends qui processionnent à grands coups de théologie,
femmes ne sauraient être bonnes que dans leur lit ou au logis. Au nom des saintes écritures, d'une morale bien pensante, je voyais poindre sous la bure une crosse concupiscente. Derrière l'église au presbytère, ils auraient voulu que je me perde. Et malgré leurs pieuses prières, je suis restée vierge et je vous emmerde. N'être qu'un être de désir ou n'avoir que le désir d'être. Je n'ai vraiment de vrai plaisir que quand votre science me pénètre. Je n'ai voulu, où est le mal, qu'être l'égal de votre ego, en gardant mon petit capital bien à l'écart de vos assauts. Être une femme savante et droite dans un monde où l'homme est le maître, je le concède, ça vous épate. Je suis restée vierge et je vous emmerde. Entre leurs bras le mal en rut, ils auraient voulu que je me perde. Ça vous rebute, je vous dis zut. Je suis restée vierge et je vous emmerde. Elle est remarquable, brillante, surprenante, sensuelle, d'une moralité parfaite, excitante, Saluez cette Délicate. russe de ma part. ensorceleuse, attrayante, belle. Saluez cette russe de ma part. Je convoite cette sorte d'âme. Oui, je me mettrai bientôt à la recherche de telle proie. J'en ai besoin pour m'aider à travailler ce que j'ai à faire les 10 prochaines années. J'ai besoin d'un être jeune auprès de moi qui soit suffisamment instruit et intelligent pour m'aider à travailler. Le mariage est un tout autre chapitre. Je pourrais tout au plus envisager un mariage de 2 ans. Et cela en considération de ce que j'ai à faire au cours des 10 prochaines années. Sans doute une première rencontre avec Nietzsche n'offrait-elle rien de révélateur à l'observateur superficiel. Cet homme, de taille moyenne, aux traits calmes, aux cheveux bruns rejetés en arrière, vêtu d'une façon modeste bien qu'extrêmement soignée, pouvait aisément passer inaperçu. Les traits fins et merveilleusement expressifs de sa bouche étaient presque entièrement recouverts par les broussailles d'une épaisse moustache tombante. Il avait un rire doux, une manière de parler sans bruit, une démarche prudente et réfléchie qui lui faisait courber légèrement les épaules. On se représentait difficilement cette silhouette au milieu d'une foule. Elle était marquée du signe qui distingue ceux qui vivent seuls et en marche. Le regard, en revanche, était irrésistiblement attiré par les mains de Nietzsche, dont il croyait lui-même qu'elles trahissaient son génie. Ses yeux aussi le révélaient. Bien qu'à moitié aveugle, il n'avait nullement le regard vacillant et involontairement scrutateur qui caractérise beaucoup de myopes. Ils semblaient plutôt des gardiens protégeant leur propre trésor, défendant des secrets muets sur lesquels aucun regard indésirable ne devait se porter.
Sa vie défectueuse offrait à ses traits un charme magique et sans pareil. Car au lieu de refléter les sensations fugitives provoquées par le tourbillon des événements extérieurs, il ne restituait que ce qui venait de l'intérieur de lui-même. Son regard était tourné vers le dedans, mais en même temps, dépassant les objets familiers, il semblait explorer le lointain, ou plus exactement, explorer ce qui était en lui, comme si cela se trouvait loin. Il y a dans le regard de Nietzsche, comme dans un vieux château fort, maintes cachots obscurs et maintes oubliettes secrètes qui échappent à l'observation superficielle et constituent sa véritable nature. Il faut avancer masqué. Tout esprit profond a besoin d'un masque. Je dirais plus, un masque se forme sans cesse autour de tout esprit profond. Parce que chacune de ses paroles, de ses actes, chacune de ses manifestations est continuellement l'objet d'une interprétation fausse, c'est-à-dire plate. De quelle étoile sommes-nous tombés pour nous rencontrer? La journée s'annonçait bien belle, le soleil était déjà haut. Moi au bras de la demoiselle, faisant figure de héros. La journée s'annonçait exquise, l'air était doux, mon cœur aussi. Sur les pas de François d'Assise, nous philosophions entre amis. Je vois en vous mon héritière, une amie pour mes derniers jours. Soyez docile et sans manière, et l'homme nouveau verra le jour. Je veux tout savoir, tout comprendre, à votre génie m'en remettre. Car de vous j'ai tant à apprendre. Soyez mon guide, soyez mon maître. Apprenez-moi. Oh, vous apprendre, oui, je veux bien. Vous êtes faite pour comprendre, puisque c'est là votre dessein. Apprenez-moi, mais vous ne vous méprenez pas. Mon appétit de connaissance ne se nourrit qu'à votre science. Expliquez-moi, je veux savoir ce que sera l'homme de demain. L'homme de demain, il faut le voir, au-delà du mal et du bien. Puis-je vous prendre par la taille, tout en parlant sur le chemin? Si pour voir les choses en détail, il faut ça, oui, je veux bien. Voyez-vous, malgré toute ma science en amour, je ne suis pas expert. Vraiment, ça n'a pas d'importance, c'est en grand frère que je vous préfère. Puisque nous sommes libres penseurs, il faut que nous nous dépassions. Je vous ai prise comme âme sœur. Et je suis prise à l'hameçon. Apprenez-moi. Vous apprendre, oui, je veux bien. J'aimerais mieux vous entreprendre. Je suis humain, bien trop humain. Apprenez-moi, mais vous ne vous éprenez pas. Les chemins de la connaissance ne supportent pas l'impatience. Un petit bijou, peut-être. Votre présence est un délice. Près de vous, je me sens humain. Je sens que vos paroles glissent en des marécages malsains. Je suis peut-être votre maître, pourtant je ne suis pas un saint. Voyons, voulez-vous bien remettre en lieux adéquats votre main? Je suis le Christ et l'Antéchrist. Soyez ma Marie-Madeleine. Reprenez-vous vraiment, j'insiste, car de l'amour naîtra la haine. Vous viendrez boire mon nectar, l'ambroisie de mes pensées. Votre libido vous égare, mais revenons à nos idées. Apprenez-moi. Ah, vous apprendre, oui, je veux bien. Pourtant, j'aimerais mieux vous prendre, et votre bouche et votre sein. Apprenez-moi, surtout ne me décevez pas, et ayez au moins l'élégance de m'épargner votre indécence.
Laissez-vous gagner par la flamme qui me consume et n'ayez crainte. Je crains que l'amitié se fane à la chaleur de votre étreinte. Me serais-je trompé de route, espérant de fausses promesses? Je vous en prie, ôtez-moi ce doute. Avez-vous votre main de mes fesses? Allons, ne soyez pas farouches. Moins que font vos lèvres sur ma bouche. Ne voyez-vous pas mon émoi? Oui, je le sens et il se fait. Laissez-vous faire, laissez-vous faire. Ce qui se passa ensuite sembla si contraire au caractère et à la dignité de Nietzsche qu'on peut seulement l'expliquer par l'influence d'une influence étrangère, sa sœur. C'est ainsi qu'il fit peser sur moi des soupçons dont il était le premier à savoir qu'ils n'étaient pas fondés. Une cabale avait uni sa famille dans des dispositions hostiles, voire haineuses à mon égard. Freddy mon frérot, méfie-toi de cette fille. Fredon mon Freddy, méfie-toi de celle-là. Celle-ci n'est pas d'une bonne famille. Celle-ci vraiment ne te mérite pas. Elle fait de l'ombre à ta philosophie. Les filles et la philo ne s'accommodent pas. C'est une pille, elle aime ce qui brille. Cette fille est philo, elle profite de toi. C'est une Russe. Et chez les Russes, on sait qu'il faut faire attention. Elles veulent toujours un truc en plus pour combler leur satisfaction. Choisis plutôt une bonne Allemande qui n'a pas trop de conversation, mais qui fera ce que tu lui demandes sans jamais poser de questions. Freddy mon frérot, méfie-toi de cette fille. Fredon mon Freddy, méfie-toi de celle-là. Celle-ci n'est pas d'une bonne famille. Celle-ci vraiment ne te mérite pas. Elle fait de l'ombre à ta philosophie. Les filles et la philo ne s'accommodent pas. C'est une pille, elle aime ce qui brille. Cette fille est philo, elle profite de toi. Ça c'est curieux. T'as l'air heureux. Ce n'est pas dans tes habitudes. Je te reconnais plus, t'es tout joyeux. J'ai nourri quelques inquiétudes à ton sujet. Oui, je m'inquiète, elle a très mauvaise influence. Tu n'as même plus de mots de tête, toi qui avais l'air d'une ambulance. Freddy mon frérot, méfie-toi de cette fille. Fredon mon Freddy, méfie-toi de celle-là. Celle-ci n'est pas d'une bonne famille, mais celle-ci vraiment ne te mérite pas. Elle fait de l'ombre à ta philosophie. Les filles et la philo ne s'accommodent pas. C'est une pille, elle aime ce qui brille. Cette fille est philo, elle profite de toi. C'est une pille, et puis elle pue. Cette fille est un vrai souillon. Elle n'a aucune retenue sur ses guenilles et ses haillons. C'est une juive, et chez les juifs, qui sont l'ennemi de la nation, il faut toujours être attentif. Il y a souvent une conspiration. Freddy mon frérot, méfie-toi de cette fille. Fredon, mon Freddy, méfie-toi de celle-là. Celle-ci n'est pas d'une bonne famille. Celle-ci ne mérite pas. Freddy mon frère, non! Fous-moi la paix! Vous voulez savoir ce que je pense de mademoiselle Salomé? Ma sœur considère Lou comme un serpent venimeux qu'il faudrait à tout prix anéantir, et elle s'y attelle. C'est là un point de vue, pour moi, totalement excessif et qui me répugne absolument. Au contraire, je ne souhaiterais rien tant que lui être utile et favorable au sens le plus modeste et le plus élevé du terme. Que je le puisse, que j'en ai eu la possibilité jusqu'alors, c'est là la question à laquelle je n'aimerais pas répondre.
Je m'y suis honnêtement efforcé. Elle s'est montrée jusqu'à présent que peu accessible à mes intérêts, et moi-même, je suis pour elle, me semble-t-il, plutôt superflu qu'intéressant. Le signe d'un bon goût. Le caractère de Lou Andrea Salomé, je n'ai jamais connu un tel égoïsme. Plein de naturel, vivent dans les plus petites choses et que la conscience n'a pas brisé. Se calme, Freddy. Ta gueule! Un tel égoïsme animal! C'est pourquoi j'ai parlé de naïveté. Aussi paradoxal que soit ce monde, lorsque l'on se rappelle la raison raffinée et décomposante que possède l'homme, la véhémence de sa force de volonté, sa force de volonté, d'impulsion est extraordinaire. De nombreuses fautes ont dû être commises. Dans son éducation, je n'ai jamais connu une fille aussi mal élevée. Telle qu'elle apparaît en ce moment, elle est quasiment la caricature de ce que je vénère comme idéal. Et vous savez, c'est dans son idéal qu'on devient le plus sensiblement malade. Mais j'ai appris à l'école de guerre de la vie que tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Trop de nuits sans sommeil, le jour qui ne vient pas, la brûlure du soleil, la morsure du froid. Les poches et les valises, à mes yeux éperdus, mon regard qui s'épuise d'en avoir bien trop vu. Ces migraines qui me rongent et font de mon cerveau une vulgaire éponge prise dans un étau. Qui m'ignore, ma solitude extrême qui forme mon décor et me fait un carré. Cette croyance aveugle en un dieu déguisé, les veaux d'or qui meuglent leur supériorité. Cette éternelle peine, ces mêmes Golgotha et ce Christ qui saigne au sommet de sa croix. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Les vapeurs de l'opium pour pouvoir supporter l'ignorance des hommes et leur médiocrité. Ma voix dans le désert qui attend son écho depuis des millénaires écrit Ecce homo. Mon excédent d'orgueil, ma grande vanité qui se rit des écueils face à l'éternité. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Les châteaux en Espagne, des rêves indicibles, et tournois de cocagne qui restent inaccessibles. Ton regard qui dit oui, me perçant d'illusions de mille et une nuit, et ton corps qui dit non. Le rouge de la honte à mes joues, empourprées pour ce désir qui monte et qui m'est refusé. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort.
cette folle Cassandre qui m'a volé le feu pour me réduire en cendres au panthéon des dieux. Cette petite idiote m'a donné son poison et mon seul antidote est de vous dire son nom. Que dit la profonde minuit? Je dormais. De profonds rêves me suis éveillé. Le monde est profond. Plus profond que ne le pensait le jour. Profonde est sa peine. Plaisir plus profond encore que souffrance du cœur. Ainsi parle la peine, disparaître, mais tout plaisir veut éternité, veut profonde éternité. Tout va, tout revient. Éternellement tourne la roue de l'air. Tout meurt, tout refleurit. L'année de l'être court éternellement. Tout meurt, tout est nouvellement emboîté, éternellement se construit la même maison de l'être. Tout se sépare et se salue de nouveau. L'anneau de l'être reste fidèle à lui-même. Dans chaque rien commence l'être. Autour de chaque ici s'enroule la sphère de là-bas. Le centre est partout. Tordu est le chemin de l'éternité. Être le maître de l'éternel retour. Voilà mon destin. Pardon, ma chère Lou. Soyez ce que vous devez être. Un après-midi, mon mari s'était allongé à côté de moi sur le lit où je reposais, profondément endormi. Ce fut peut-être sous l'impulsion d'une décision soudaine qu'il se jeta sur moi pour me conquérir. En tout cas, je ne me réveillai pas tout de suite. Il semble que cela soit un bruit qui m'ait d'abord réveillé, un son très faible, mais si terriblement étrange qu'il me saisit comme s'il venait de l'infini, d'une autre planète. J'avais en plus l'impression que mes bras n'étaient plus près de moi, mais quelque part au-dessus de moi. Alors j'ouvris les yeux. Mes bras entouraient étroitement un cou et l'étranglaient. Le bruit que j'avais entendu était un râle. Ce que je vis, les yeux dans les yeux, tout près de moi, inoubliable à jamais, un visage, mon mari. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens se marient quand ils s'aiment surtout physiquement. En 45 ans de mariage, mon mari n'a jamais eu le privilège de connaître mon intimité. Aimer sans aimer un homme en particulier. Être mère sans enfant.
Éprouver un désir sans objet autre que la vie elle-même. Un désir qui tire son modèle du sentiment amoureux et maternel, sens illimité, qui s'élève au-dessus d'eux en se révélant comme leur source même. Pute ou madone, on nous voit comme une icône ou un tabou. Mari, ouais, désir ou rêve, l'une et l'autre sont en nous. Pourtant, toutes les deux se donnent, l'une soulage, l'autre pardonne. Pute ou madone, ça vous étonne? Sommes femmes, un point, c'est tout. Et c'est le même don de soi, mais sans en avoir fait vraiment le choix. Da 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 da, da da di da da da, ya da di da 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 da. Pute ou madone, on s'abandonne pour un cierge ou quelques sous. L'une a son culte, l'autre les insulte, mais les deux s'offrent à vous en rémission de vos péchés, de vos désirs inavoués. Pute ou madone, il y a mal d'hommes, mais qu'est-ce que l'on veut de nous? L'une est couverte de louanges, quand l'autre est roulée dans la fange. Oui, c'est le même don de soi, mais sans en avoir fait vraiment le choix. Pute ou madone, parmi les hommes, sommes femmes, un point c'est tout. Quelle grande révolutionnaire vous faites. Vous n'avez renversé nul trône en moi, mais vous êtes passé, sans bruit, en souriant, devant le seul trône en attente, pour monter plus haut. Et mes désirs qui foisonnaient naguère comme des roses sauvages autour du trône vide, grandissent maintenant en de blanches colonnes tout autour de la salle, dans cette paix de temple d'où vous considérez mon âme en souriant et bénissez ma nostalgie. À la réception de cette lettre, j'ai reconnu à son écriture l'auteur des poèmes qui m'avaient été envoyés depuis un certain temps, de façon anonyme, René Maria Rilke. Il s'est jeté dans mes bras comme un enfant qui a enfin retrouvé sa mère depuis longtemps perdue. Il avait 22 ans, j'en avais 36. À ma surprise, je découvris bientôt que cet enfant était en réalité un jeune homme passionné et expert dans l'art de l'amour. L'amour
apparu sans défi ni sentiment de culpabilité. Un peu comme l'on découvre quelque chose de béni par lequel le monde devient parfait. Tu étais rené. Je t'ai rebaptisé Rainer. Le pur Rainer Maria Rilke. Si je fus ton amante pendant des années, c'est parce que tu fus pour moi la première réalité où le corps et l'homme sont indiscernables, fait incontestable de la vie même. J'aurais pu te dire mot pour mot ce que tu m'as dit en m'avouant ton amour. Toi seul est réel. C'est ainsi que nous sommes devenus amants avant de devenir des amis. Et cette amitié ne fut guère le fruit d'un choix, mais de noces clandestines. Ce n'étaient pas deux corps qui se cherchaient en nous. Notre amitié surprise se reconnaissait tremblante dans une amitié insondable. Ainsi, nous étions frères et sœurs. Mais comme dans un passé lointain, avant que l'inceste ne devint sacrilège. Cette chose, la plus réelle, dont tu écrivais récemment que tu aimerais t'y accrocher quand tes angoisses intérieures te vident de toute autre impression et semblent te livrer à l'inconnu, cette unique chose réelle, tu l'as déjà en toi, cachée comme une graine. Et c'est pourquoi tu ne t'en rends pas compte encore. Tu la possèdes parce que tu es devenu un arpent de terre, où tout ce qui tombe, serait-ce le moindre débris, les pires échecs, la laideur et les déchets, doit subir l'élaboration unifiante qui en fera l'aliment de cette graine. Dès lors, peu importe que cela se présente d'abord comme un tas d'ordures déversées sur ton âme, tout cela va se changer en terre, en toi. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils nous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas. C'était une joie faite pour un autre. À des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement par de profondes et graves transformations. À des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Il faut avoir été auprès des mourants, être resté assis auprès des morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à coups. Et il ne suffit même pas de penser à tout cela, il faut encore avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour dont aucune ne ressemblait à l'autre, à des cris de femmes hurlant en mal d'enfants, à de blanches, de légères, de dormantes accouchées qui se refermaient. Il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs, il faut encore savoir les oublier lorsqu'ils sont nombreux. Et avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils sont en nous, sons, gestes, regards, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous-mêmes, ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux se lève le premier mot d'un vers.
mûre et douce. Le souvenir de ce qui nous est sûrement encore cher à tous deux, de ce jour de Waltershausen, où je suis venue à toi comme une mère. Ce souvenir m'impose une dernière obligation. Laisse-moi donc te dire ceci. Je suis éternellement fidèle aux souvenirs. Je ne le serai jamais aux hommes. Tu m'as donné, comme l'on sème, dans le désert quelques grains d'or. Je t'ai aimé, comme l'on aime la vie, en chérissant la mort. Même si ton rire me foudroie, même si par toi je m'envole, tu me l'as dit, je ne suis pas de ceux que l'amour console. Tu m'as laissé de notre idylle larmes et perles de rosée. Il n'est rien de plus inutile à la fin qu'une vie consolée. Dans la tristesse ou dans la joie, ton souvenir que je cajole me rappelle que je ne suis pas de ceux que l'amour console. Je t'ai révélé à l'étreinte, te faisant femme dans ton corps et dans mon âme, ton empreinte m'illumine et résonne encore. Malgré l'ivresse de nos ébats, aucun éther, aucun alcool ne suffit. Je ne suis pas de ceux que l'amour console. Éteins mes yeux, je peux te voir, et rends-moi sourd, je peux t'entendre. Tu es lumière dans le noir, tu es la braise sous ma cendre. Si je ne suis plus rien pour toi, plus rien qu'un reflet qui s'étiole, tu me l'as dit, je ne suis pas de ceux que l'amour console. Je n'ai eu de cesse ici-bas qu'à traduire en mots l'invisible, me faire l'écho et la voix de ce que l'on dit indicible. Être le chantre de l'au-delà, n'est-ce pas là une idée folle? Comme tu le sais, je ne suis pas de ceux que l'amour console. Du cœur de ta sainte Russie, le long des rives de la Volga, tu m'as fait naître en poésie, comme si je n'attendais que toi. Ce que je suis, je le dois à celle qui fut ma luciole. Je l'ai perdue, je ne suis pas de ceux que l'amour console. La vie n'est que le rêve d'un rêve. Je suis le souffle entre deux sons, entre deux battements de sève, de l'univers à l'unisson. Je vais de Caribe dans Scylla, passant de dièse en bémol sur la portée. Je ne suis pas de ceux que l'amour console, ceux que l'amour console. Le fiacre par Isabelle Gilbert.
moi des adorables fleurs reçues, et combien je reste flattée et heureuse que le grand âme que vous êtes ait pris quelque plaisir à mon concert. Si vous étiez libre, vendredi à 3 heures, voudriez-vous venir avec Madame Freud et votre fille Anna prendre une tasse de thé avec nous au Bristol? Ce serait une joie de vous voir un peu. Mais ma bien affectueusement dans les vôtres, votre dévoué Yvette Gilbert. Cher professeur Sigmund Freud, L'étude de la psychanalyse me hante sans cesse. oui, bon, alors, Et plus je m'y plonge, plus elle me retient. Voici que va s'accomplir pour moi le désir que j'avais de pouvoir aller passer quelques mois à Vienne. N'est-ce pas, je pourrais alors m'adresser à vous, suivre vos conférences. Même quand il est question des pires horreurs. Analité. Masturbation. Inceste. Vous avez un regard comme si c'était Noël. C'est toujours le même combat entre le surmoi et le ça. Ça, c'est l'éternel va-et-vient. Quand l'un veut pas, l'autre veut bien. Là, c'est le désordre à l'intérieur entre la raison et le cœur. Quand l'un dit oui, l'autre dit non, entre le cœur et la raison, on finit par péter les plombs. Eros et Thanatos sont dans un bateau. L'un des deux tombe à l'eau. Quel est celui qui reste à bord? L'amour ou la mort? Balayer les déchets. Moi, dans mon rôle de confesseur, j'en ai entendu des horreurs. Comme toujours une fois de plus, ça se résume à pampan cucu. Moi, j'aimerais bien juste une fois écoutez ma petite voix qui dit vas-y, Siggy, lâche-toi. Siggy, lâche-toi. La 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 la. 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 Siggy, lâche-toi. Lâche-toi, Siggy. Allez. Moi. J'aime bien celui que l'on voit, je me situe dans tout ça.
derrière et le devant. Ok, je me dis qu'il a bon dos, la Libye de la libido. Tout en débitant ses fantasmes, son corps est parcouru de spasmes. À l'écoute de ma passion, je sens mes paupières pesantes. Elle me susurre tout bas. Ne trouvez-vous pas qu'il fait chaud? Si, si. Elle commence par enlever ses bas, puis elle continue par le haut. C'est un paysage de dunes, l'allure pâle d'une lune qui dissimule une oasis vers laquelle mon regard se glisse. J'y vois l'origine du monde, une moteur luminante. Elle glisse une main experte et fouille la paille au cœur. Elle me dit ne sais quoi faire. En moi tout de je suis cachère. En émettant de petits cris, elle me supplie, vas-y, si. C'est alors que je me réveille, les yeux engourdis de sommeil. Ah! Dissimulant mal l'émotion qui fait saillir mon pantalon. Elle, derrière ses yeux en amande, elle se lève et me demande quoi? Le prix de la consultation, je réponds sans hésitation. Pour vous aujourd'hui c'est gratuit, mes amitiés à votre mari. Puis elle me dit en partant, en guise de remerciement, la prochaine fois, cher professeur, je vous présenterai ma sœur. Recevoir le sperme. Voilà. Et pour moi le summum de l'extase. L'homme a un instinct sadique, la femme un instinct masochiste, lesquels sont inconscients, donc incontrôlables. La sodomie, ce plaisir, douleur masochiste de la jouissance féminine, c'est le meilleur qui mérite de figurer dans la panoplie des couples. Ne vaut-il pas mieux tomber dans les mains d'un meurtrier plutôt que dans les rêves d'une femme en rut? Une seule chose est nécessaire, la solitude, la grande solitude intérieure. Si tu te ranges chez les femmes, n'oublie pas ton fouet. L'amitié entre sexes différents est une fleur artificielle pleine de noblesse. Mais elle exige des talents de jardinier. Nous sommes les abeilles de l'univers. Nous butinons éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la grande ruche de l'invisible. Le diable est le meilleur subterfuge pour disculper Dieu. Au fond, il n'y a qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix. On contient sa mort, comme le fruit, son noyau. L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. Le monde ne te fera pas de cadeau, crois-moi.
Si tu veux avoir une vie, vole-la! Si Dieu existait, comment supporterais-je la pensée de ne pas être Dieu? La grande question, restée sans réponse, et pour laquelle moi-même, je n'ai jamais pu répondre, malgré mes 30 années d'études de l'âme féminine, est la suivante. Que veut la femme? J'ai cherché, étudié et tout analysé. Fait des thèses, antithèses, émis des hypothèses. J'ai fouillé, farfouillé et partout trifouillé, rien trouvé. Des années d'expérience, de recherches intenses, dans les mœurs, les humeurs, les conflits intérieurs, dans les coins, les recoins du genre féminin, rien de rien. Malgré toute ma science, il me faut bien admettre, je n'ai pas la réponse, je dois le reconnaître. J'ai beau me triturer la cervelle, que veulent-elles? C'est le continent noir, une terre inconnue. Je suis dans le coltard et je m'avoue vaincu. Il reste une question essentielle. Que veulent-elles? J'ai tenté d'expliquer et voulu démontrer dans l'espace mes fantasmes, la névrose et les miasmes, à l'endroit, à l'envers, tout ça reste un mystère, rien à faire. À force de fouiner, j'ai cru trouver la clé, mais jamais la serrure, perdue en conjecture, par derrière, par devant, couché sur le divan, je fais chou blanc. Malgré toute ma science, il me faut bien admettre, je n'ai pas la réponse, je dois le reconnaître. J'ai beau me triturer la cervelle, que veulent-elles? C'est le continent noir, une terre inconnue. Je suis dans le coltard et je m'avoue vaincu. Il reste une question essentielle. Que veulent-elles? Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Mais que veulent-elles? Que veulent-elles? Que veulent-elles? Que veulent-elles? Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Mais que veulent-elles? Que veulent-elles? Que veulent-elles? Que veulent-elles? Je m'interroge, j'étudie, de la mère à la fille, de la prostituée à ma tendre moitié, de la folle hystérique à la vierge lubrique, diachronique. J'ai cherché, étudié et tout analysé, fait des thèses, antithèses, émis des hypothèses. J'ai fouillé, farfouillé et partout trifouillé, rien trouvé. Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Des années d'expérience, de recherches intenses. Que veulent-elles? Que veulent-elles? Ça reste un mystère. Que veulent-elles? Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Que veulent-elles? Que veulent-elles? Mais qu'est-ce qu'elles veulent?
Ma chère Lou, voici le dernier plan que j'ai conçu pour que nous puissions nous parler. Je veux me rendre à Berlin, au moment où vous y serez. Arrivé là, je me retirerai immédiatement dans l'une des belles et profondes forêts qui se trouvent à proximité de la ville, assez près pour que nous puissions nous y retrouver quand nous voudrons. Quand vous voudrez. Je trouverai peut-être une maison forestière ou un presbytère respectable où vous pourrez encore passer quelques jours auprès de moi, car sincèrement je souhaiterais beaucoup me retrouver seul avec vous dès que possible. Les solitaires comme moi ont besoin de s'habituer lentement aux personnes qu'elles aiment le plus. Soyez indulgentes sur ce point avec moi, ou plutôt soyez un peu prévenantes. On prétend que de ma vie je n'ai été si quai que maintenant. J'ai confiance en mon destin. De tout cœur, votre Friedrich Nietzsche. Cher ami, une cordiale poignée de main pour vous remercier de la lettre que vous m'avez écrite à la Pentecôte et à laquelle j'aurais répondu sur le champ si un violent malaise ne m'avait pas cloué au lit. Entre-temps, 2 nouvelles me sont parvenues qui modifient légèrement nos projets immédiats. Elles raccourcissent la durée de notre séjour à Berlin et rallongent celle de notre séjour ici, si bien que nous n'aurons guère l'occasion de nous voir dans la capitale allemande. Une plus longue solitude à 2 n'est pas envisageable pour le moment. Puissé-je dire à bientôt? Restez serein et en bonne santé, tout ira très bien. Nous sommes de bons voyageurs. Nous trouverons notre chemin même dans les broussailles. Votre Lou. Ma chère Lou, tout comme vous, j'étais fort malade, moi aussi. J'ai pu établir que c'était depuis le même jour que vous. J'en tire une sorte de satisfaction amère. Il m'est tout à fait insupportable de vous imaginer souffrant seul. L'espoir que j'avais perdu, celui de trouver un ami pour mes dernières joies et mes dernières peines, ne me paraît plus impossible. Je suis toujours ému rien que de penser à l'âme contagieuse et courageuse de ma chère Lou. Il n'y a rien qui me soit si cher et si facile à lire que votre écriture. Écrivez-moi toujours comme la dernière fois. De tout cœur, votre Friedrich Nietzsche. Cher Rainer, le tout dernier courrier de l'année m'a apporté à la Saint-Sylvestre des œillets blancs avec leurs soupçons de couleur. Et le 10e jour de l'année nouvelle, ils avaient fleuri bouton après bouton. Je voulais te saluer à mon tour, dans la dernière nuit de l'année, te remercier. Mais l'humidité du bouquet avait mangé ton adresse et la lettre précédente ne la mentionnait pas. Si bien que je n'ai pu te remercier non plus pour la photo, qui est bien toi de certains moments de ta vie, mais pas toi tout entier. Je dirais que tu avais cet air-là juste avant les mauvais moments. J'imagine que depuis lors, tu as déjà changé. Veux-tu que je t'envoie une petite de moi? Es-tu toujours plus ou moins végétarien? Mon mari et moi le sommes tout à fait. Il m'a également converti au bain romain. J'y sacrifie 1 à 2 fois par semaine. Il te salue bien. Lou. Ma chère Lou, le commerce des hommes a gâché le commerce que je peux avoir avec moi-même. Comme les hommes me paraissent manquer de profondeur aujourd'hui. Où y a-t-il encore une mer dans laquelle on puisse se noyer? Je veux dire un être humain. Cher professeur Sigmund Freud, cette fois il s'agit d'une jeune fille dont je ne connais les mots que par lettres, mais j'ai l'impression que ce peu que je peux lui communiquer par correspondance a sur elle une action bienfaisante. Elle m'a fait part de ses fantasmes érotiques. Tous se rapportaient à des amours homosexuels. Ma chère Lou, vous avez eu en moi le meilleur des avocats, mais aussi le plus impitoyable des juges. Je veux que vous vous jugiez vous-même et que vous fixiez vous-même votre peine. Prenez garde, ma chère Lou. Si je vous écarte de moi maintenant, ce sera une terrible censure de tout votre être. Vous avez eu affaire à l'un des hommes les mieux intentionnés et les plus indulgents, mais notez bien que le dégoût est pour moi un argument suffisant contre tous les petits égoïstes et les petits jouisseurs. Et je suis vaincu par le dégoût plus facilement qu'on ne le croit. Écrivez-moi d'autres lettres,
Ravissez-vous! Rappelez-vous à vous-même! Je ne t'ai jamais vu sans le désir de croire en toi. Je ne t'ai jamais entendu sans le désir de m'agenouiller devant toi. Je ne t'ai jamais désiré sans oser m'agenouiller devant toi. Je suis à toi comme la dernière petite étoile est à la nuit, même si celle-ci ignore presque tout de son scintillement. Danse une valse avec l'eau, tourne comme les ailes du moulin. Dans cela de tout ton sou, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Danse une valse avec l'eau et renvoie les goûts des peines, des chagrins. Danse une valse avec l'eau et sens battre ton pouls dans le creux de ta main. Danse une valse avec l'eau, la vie est faite ainsi d'épines et de pépins. Même s'ils sont aigres, doux, récolte tous les fruits qui sont dans ton jardin. Danse cette valse avec l'eau, danse-la jusqu'au bout et fais-en un festin. Vas-y et goûte de tout, ne laisse rien du tout, surtout ne laisse rien. Danse une valse avec l'eau quand ta vie tout à coup tourne en eau de boudin. Une vie, ça vaut le coup, et les pains les plus doux naissent dans le pétrin. Danse cette valse avec l'eau, tourne comme les ailes du moulin. Dans cela de tout ton sou, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Danse ta vie au malou, danse-la jusqu'au bout et ne regrette rien.